Bonjour à tous. Je vais essayer de mettre ça en grand. J'imagine que c'est ça. Affiché sur les deux pages, taille réelle, mode lecture. Magnifique. Bonjour à tous. Merci beaucoup à l'ISPED pour cette invitation. Merci pour votre présence, pour votre intérêt pour ce sujet. J'ai une tendance à être un petit peu bavard, donc n'hésitez pas, Monsieur Bonnet, à me faire un petit signe si je suis. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit signe discrètement. Donc Jonathan Lutil-Chevalier, je suis coordinateur de la Maison des Livreurs de Bordeaux et j'ai choisi cette photo pour illustrer l'histoire de la Maison des Livreurs parce que tout part d'Arthur Hay, qu'on voit au micro, et certains de ses collègues qui dès les années 2018-2019, ont commencé à se mobiliser, à interpeller les élus, à interpeller les associations, à interpeller les médias sur les problématiques rencontrées lors de la livraison et dans le cadre du travail pour les plateformes numériques. Ces livreurs, ils ont ensuite été rejoints effectivement par des associations, des personnes qu'on peut voir sur cette photo, notamment Médecins du Monde, Eturecup, CopCycle, qui a déjà ouvert une maison des livreurs à Paris, et surtout une association de livreurs qui s'est créée par la suite en 2022 de mémoire, l'association Amal, qui est un collectif de livreurs et qui a rejoint du coup cette dynamique de créer un lieu, ouvrir un lieu pour les livreurs des plateformes. Pourquoi ce lieu? Et je pense que c'est important de préciser pourquoi ce lieu. Ça a été dit par plusieurs intervenants. Encore aujourd'hui, les plateformes sont arrivées il y a 10 ans, mais on ne connaît pas grand-chose sur les conditions de travail des livreurs parce qu'il n'y a pas de données. Et on va voir par la suite, il y a un vrai souci de collecte de données, de collecte de témoignages et surtout de permettre à ces personnes de s'exprimer pour expliquer ce qui se passe sur le terrain et leurs difficultés. Je vais reprendre les propos de Khalifa Koita, qui est le cofondateur de l'association Amal et qui nous a expliqué ce constat dès le début, et c'est quelque chose qu'il répète souvent quand il prend la parole. Il dit « Nous sommes des travailleurs, nous sommes au cœur des villes, nous participons à l'économie, nous travaillons 10, 12, 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Nous sommes là et pourtant, nous avons le sentiment d'être invisibles. Et pourtant, nous avons le sentiment que la société est aveugle à nos souffrances. » Et moi, je sais que pour moi, c'est une phrase qui me travaille beaucoup depuis, je l'ai entendue il y a 2 ans, il la répète souvent, mais c'est quelque chose qui me travaille. Et je pense que c'est une phrase qui travaille aussi toutes les personnes qui sont engagées sur ce projet associatif, parce qu'effectivement, on peut s'interroger, est-ce que la société est aveugle aux souffrances de ces travailleurs? Et donc, encore une fois, je vais essayer d'être concis, mais on va essayer de creuser un petit peu cette question. Pourquoi la société est aveugle et qu'est-ce qu'on pourrait faire, comme l'a dit M. Brochard, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour voir enfin la situation de ces travailleurs et pouvoir agir, notamment avec des actions de prévention et des actions pour pouvoir assurer la protection de ces travailleurs. La première chose, quelles sont les souffrances de ces travailleurs? Je vais prendre 3 exemples. Il est souvent dit, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont sans titre de séjour sur les vélos, mais parmi les 3 situations que je vais évoquer, il y en a 2 qui ont un titre de séjour. Donc il y a aussi beaucoup de personnes qui ont un titre de séjour, mais qui sont exposées à la précarisation créée par les plateformes numériques. Premier exemple, Ahmad, 21 ans, originaire du Bangladesh. Il a été percuté par un véhicule par l'arrière il y a maintenant 3 ans. Il garde des séquelles extrêmement importantes, avec probablement des séquelles à vie qui vont le sortir de certaines perspectives d'emploi. Ahmad vit à la rue, il vient régulièrement me voir pour récupérer des sacs de couchage et il dort à côté de la gare Saint-Jean. Je prends l'exemple de Mahfoud. Mahfoud, il a été percuté aussi par un véhicule qui, lui, a eu la bonne idée de prendre la fuite. Donc, en plus, il n'y a aucune possibilité pour lui de faire jouer les dispositifs d'assurance et d'indemnisation. Un véhicule qui a pris la fuite. Mahfoud, je l'ai vu la semaine dernière, pareil, il garde des séquelles assez importantes liées à cet accident, mais il a aussi développé une maladie pulmonaire qui a des conséquences graves sur son quotidien, avec des médecins qui lui disent que voilà, il y a peu de chances que la situation s'améliore et qu'il a été tant exposé à des polluants en faisant l'activité de livraison qu'il lui conseille aujourd'hui de quitter la ville de Bordeaux et d'aller à la campagne.
Je prends la situation d'Abdoulaye. Abdoulaye a été frappé par un client parce que le client lui demandait de livrer devant sa porte, dans son immeuble, à l'étage devant sa porte, et non pas en bas de l'immeuble comme il est prévu par les plateformes numériques. Le client est descendu en rage, a tabassé Abdoulaye, est remonté chez lui, a fait une réclamation afin que Abdoulaye soit viré des plateformes. Les plateformes numériques l'ont effectivement viré des plateformes et le compte a été supprimé. Tabassé par un client, traumatisé par l'accident, et en plus il perd sa source de revenus. Voilà, c'est ça la situation des travailleurs. Et là, je pourrais continuer, mais j'ai dit que j'allais être concis, mais je pourrais continuer avec des dizaines d'exemples de ce type. Les plateformes numériques, c'est quoi? Les plateformes numériques, c'est Deliveroo, c'est Uber, c'est Stuart, qui sont arrivés en France il y a maintenant 10 ans. Les plateformes numériques, ce qui est essentiel de comprendre, c'est que ce n'est pas du code du travail. C'est une relation de prestation de service entre une multinationale et un auto-entrepreneur. Donc, s'il n'y a pas de code du travail, il n'y a pas de prud'homme, et il n'y a pas tous les mécanismes de protection des salariés. Donc, aujourd'hui, on a des plateformes, des entreprises qui font travailler des dizaines de milliers de travailleurs en France et à l'international, on le verra un peu par la suite, mais qui ne sont pas, qui sont sujets à aucune obligation. On a échangé avec l'inspection du travail, nous avons échangé avec la sécurité sociale, on a échangé, j'ai des échanges réguliers au téléphone avec l'URSSAF, on a pu échanger avec différents acteurs qui nous disent effectivement, on constate le problème, on voit le problème. On s'en doute qu'il y a un problème, mais il n'y a pas de mécanisme de remontée de données. Typiquement, je vous parlais des accidents des livreurs. Un auto-entrepreneur ne peut pas être protégé par la branche AT-MP de la sécurité sociale, accident du travail et maladie professionnelle. C'est-à-dire, pourrait y avoir 500 accidents par jour, pourrait y avoir un décès par jour sur les vélos, on n'en sait rien, on ne peut pas le savoir, il n'y a pas de remontée de données, et donc les plateformes ne peuvent absolument faire ce qu'elles veulent et inciter à la performance, et c'est ce qu'on constate, c'est ce qu'a expliqué Claire, incite de manière excessive à la performance, avec des notifications absolument incessantes, avec des rémunérations à la course particulièrement faibles qui font qu'il faut enchaîner les courses pour pouvoir avoir une rémunération ne serait-ce que décente, correcte. Mais pour donner un exemple, c'est quoi une rémunération correcte? Je prends l'exemple d'un livreur qui est venu me voir et que j'accompagne depuis 1 an. Pour pouvoir générer un SMIC, après la part URSSAF, les 21,5% qui sont donnés à l'URSSAF, pour gagner un SMIC, il a parcouru 1000 km en livraison par mois, et ça sur 1 an du coup. 1000 km, c'est uniquement entre le restaurant et le client. Donc ce chiffre, on peut facilement le doubler, et donc pour gagner un SMIC, il a travaillé 10 à 12 heures par jour, 7 jours sur 7, à parcourir 2000 km par mois pour gagner un SMIC. C'est ça aujourd'hui la situation, mais l'inspection du travail, la sécurité sociale, toutes ces instances, toutes ces institutions n'ont aucun moyen, mais réellement aucun moyen, c'est leur propos, c'est eux qui le disent, ils n'ont aucun moyen de contraindre les plateformes à améliorer les conditions de travail des personnes et surtout à les contraindre à mettre en place des actions de prévention. Comme je l'ai dit et comme il a été dit, on travaille avec des livreurs et vraiment le projet existe grâce aux livreurs. C'est un projet qui n'aurait pas pu se faire sans les livreurs. Qui sont ces livreurs? Essentiellement des jeunes travailleurs. La moyenne d'âge à la maison des livreurs, aujourd'hui, on a quasiment les derniers chiffres, la récents, on est à 340, 350 livreurs qui sont adhérents à la maison des livreurs. Et la moyenne d'âge, elle est de 31 ans. Avec des très jeunes livreurs, on a des livreurs qui ont 19, 20 ans, et des livreurs plus âgés, je pense notamment à Jabi, qui a 53 ans, il me semble. Des personnes majoritairement, en écrasante majorité d'origine étrangère, mais j'insiste, avec une partie qui a un titre de séjour et une autre partie qui n'a pas de titre de séjour. Donc les personnes qui ont un titre de séjour peuvent créer une auto-entreprise. La rémunération est déjà extrêmement faible, mais j'ai envie de dire, déjà, ils apparaissent dans les données de l'INSEE. Par contre, pour les personnes en situation irrégulière qui n'ont pas de titre de séjour, ces personnes sont totalement invisibles. Ces personnes, pour pouvoir travailler, elles utilisent un compte
de quelqu'un qui est auto-entrepreneur, travaille sous alias d'une certaine manière et génère de l'argent pour cet auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur reçoit l'argent sur son compte en banque et ensuite en reverse une partie à la personne qui n'a pas titre de séjour. Ces commissions qui sont prises par les propriétaires de compte, elles vont entre 30 et 60% de la rémunération générée sur une rémunération déjà extrêmement faible, en sachant qu'on constate des pratiques de raquettes, des personnes qui tiens, vas-y, prends mon compte, travaille pour moi. Je retourne voir la personne à la fin du mois pour lui demander est-ce que je peux avoir l'argent que j'ai généré, et la personne ne le donne pas ou disparaît ou fait mine de ne pas connaître la personne. Voilà. Sur les données, sur les chiffres, on peut se baser sur, encore une fois, grande inconnue, on peut se baser sur les données INSEE de création d'auto-entreprise avec une activité de livraison et on tombe sur un chiffre de 5000 livreurs. On peut se baser à Bordeaux, sur la métropole bordelaise. On peut se baser sur les chiffres donnés par la RPE. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la RPE. En gros, c'est le gouvernement qui a créé une instance qui est censée faciliter le dialogue social entre des plateformes multimilliardaires et internationales avec des équipes d'avocats et des auto-entrepreneurs précarisés avec des difficultés de compréhension du français. Mais cette instance, voilà, est très fière de créer du dialogue social. Eux, le chiffre qu'ils donnent, c'est 70 000 livreurs. C'est en opposition au chiffre qu'a donné M. Brochard, j'imagine, qui s'est basé sur les données INSEE. Eux, la RPE, considère comme travailleurs des personnes qui ont réalisé un nombre de livraisons sur une période donnée, en sachant que ces chiffres sont communiqués par les plateformes numériques. Et tout travailleur de plateforme confondu, en Europe, le chiffre, c'est 28 millions de travailleurs des plateformes en Europe. Et donc voilà, les travailleurs des plateformes, les indépendants qui travaillent pour des plateformes numériques, est en train de s'imposer comme un nouveau processus économique, comme un nouveau modèle d'organisation du travail. Et le sentiment que j'ai, le sentiment qu'on a dans l'équipe, c'est que les institutions, le législateur, on est tous très en retard en fait en réalité sur un phénomène d'importance. Mais qui est encore largement inconnu, et il y a quand même une zone grise sur ce qui se passe pour ces travailleurs, avec des mécanismes de protection absolument lacunaires. Donc la maison des livreurs, comme je l'ai dit, le socle de la maison des livreurs, c'est une gouvernance partagée avec les premiers concernés. C'est encore une fois un projet qui n'aurait pas pu se faire et qui ne pourrait pas se faire au quotidien sans l'implication de ces personnes. Ensuite, évidemment, des associations, je reconnais plusieurs personnes dans la salle, des associations qui œuvrent au quotidien, chaque semaine, pour pouvoir venir porter des actions, porter des accompagnements, aider ces personnes, les soigner, les accompagner dans les démarches, les accompagner aussi dans leur insertion professionnelle. 99,9% des livreurs qu'on accompagne à la maison des livreurs expriment le souhait d'accéder à la formation, expriment le souhait d'accéder à un emploi durable. Ce qu'ils expriment, c'est qu'ils n'ont pas d'autre choix et donc ils sont contraints de faire de la livraison. Voilà. Ça, c'est en opposition. J'aime bien me faire mal, donc je regarde sur LinkedIn, je suis les salariés de la plateforme Uber et Deliveroo qui sont enjoués, très, très heureux apparemment de parler de leur partenaire rider, d'un partenariat dans une dynamique absolument vertueuse. Voilà. Ça fait un petit peu mal de voir ces discours portés par les plateformes. Des partenaires riders heureux de faire de la livraison, j'en vois vraiment quasiment aucun sur la maison des livreurs. Évidemment, ce lieu, avoir un lieu physique, ça permet de soutenir l'émergence de nouvelles solidarités. L'exemple même, c'est encore une fois les personnes que je vois dans la salle qui se sont présentées à la maison des livreurs. Est-ce que je peux participer? Est-ce que je peux aider? Est-ce qu'on peut soutenir la mobilisation? Et qui se sont inclus au projet. Et là, depuis maintenant 1 an et demi, bientôt 2 ans, on constate de plus en plus de personnes qui ont un intérêt pour le sujet. Et donc, il y a une réelle dynamique autour de ce lieu pour venir en aide aux livreurs. Les livreurs, ils expriment aussi le besoin de se mobiliser, de se faire entendre. Il y a eu une grève en décembre, le 2 et 3 décembre l'année dernière. Beaucoup de cette mobilisation part de l'impulsion des livreurs de la maison des livreurs. On a contacté des syndicats, on a contacté des personnes à Paris, on a contacté des personnes un peu partout en France. Venez, ce serait pas mal quand même qu'on se fasse entendre et qu'on fasse une manifestation et une grève durant 2 jours pour se faire entendre. Au-delà de tout ça, l'intérêt de la maison des livreurs, l'intérêt des associations, des intervenants qui viennent à la maison des livreurs, c'est que ça permet de récupérer enfin des données.
Et je trouve que c'est vraiment la force de ce lieu, c'est qu'on a enfin des témoignages, enfin des données sur l'accidentologie, sur les problématiques de santé, sur les conditions de travail, sur le quotidien de ces personnes, évidemment leur situation d'insertion. Je ne l'ai pas précisé, et c'est important de le préciser, une écrasante majorité des personnes qu'on accompagne sont soit sans domicile fixe, avec des nuances, soit des personnes pleinement à la rue, des personnes qui alternent temps de rue et temps d'hébergement d'urgence, en hôtel social, et aussi des personnes qui vivent en squat ou en colocation. On a très peu, mais vraiment très peu de livreurs qui sont locataires de leur appartement, et encore moins aucun qui en sont propriétaires. Donc voilà, la maison des livreurs, ces synthèses, ces analyses permettent ensuite de construire un plaidoyer à un niveau local, évidemment, et on voit la mairie nous soutient, on les remercie, les collectivités nous soutiennent et on les remercie. Encore une fois, votre présence aujourd'hui montre qu'à un niveau local, ce plaidoyer porté par les livreurs permet d'obtenir des journées comme aujourd'hui et l'invitation de la Maison des livreurs, et donc ça c'est cool. Mais aussi à un niveau national. La Maison des livreurs a été sollicitée par un sénateur, Pascal Salvoldelli, pour pouvoir participer à un colloque organisé au Sénat le 4 novembre, colloque qui sera en présence de livreurs qui pourront prendre la parole et pouvoir parler devant des élus à un niveau national de leurs problématiques. Et aussi à l'international, il y a quelques jours, on a rencontré la ville de Los Angeles dans le cadre d'un partenariat entre Bordeaux et la ville de Los Angeles. Ils nous ont expliqué qu'ils voyaient aussi des problématiques, ils constataient les mêmes problématiques pour les travailleurs des plateformes dans leur pays. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un à Melbourne, des personnes à Vienne, une personne au Caire, une personne à Bruxelles, une personne à Londres. Le constat à l'international est le même. Ce sont des précaires, des grands précaires qui sont sur ces vélos et qui réalisent la livraison. Et donc aujourd'hui, il y a un réel enjeu que toutes ces dynamiques, toutes ces mobilisations à un niveau national et à un niveau international puissent parler d'une même voix pour dire le problème est le même partout. Voilà. Brièvement, parce qu'on est un peu pressé par le temps, brièvement, le bâtiment. Comme il a été dit par Claire, un bâtiment qui commence à être sacrément petit. J'ai dit, on a quasiment 350 personnes accompagnées. Le bâtiment fait 70 mètres carrés, compliqué. Une salle d'accueil qui est une salle de repos, une salle de vie, une salle de mobilisation, de rencontre, de prise de parole pour les livreurs, avec de l'affichage sur les murs, avec des conseils, avec des orientations. Une cuisine, parce que problématique, ils livrent des repas toute la journée, toute la nuit, mais on constate qu'il y a une vraie problématique pour eux de pouvoir manger correctement, et donc le fait d'avoir enfin un espace pour pouvoir se poser, chose qui est une impensée des plateformes numériques, ils peuvent manger. Voilà, on en est là en termes de précarité. Un bureau de consultation avec les différentes associations que je remercie énormément pour leur implication sur le projet, qui peuvent intervenir et faire des accompagnements individuels ou en petits groupes, et un atelier vélo qui ne désemplit pas, qui est de 14h à 19h, ça n'arrête pas. Les plateformes numériques ne mettent pas à disposition de vélos, ils ne mettent pas à disposition de mécaniciens, de matériel, d'équipements de protection individuelle, ils ne mettent absolument rien à disposition, et sur un salaire mensuel extrêmement faible, le vol d'un vélo, une roue, un pneu crevé, une roue à changer, un cadre à changer, eh ben, ça prend beaucoup d'argent sur une rémunération déjà extrêmement faible. Et donc, enfin, c'est les livreurs qui ont considéré que c'était essentiel d'avoir un atelier vélo avec des outils, avec des personnes livreurs qui donnent de leur temps pour pouvoir permettre aux livreurs de réparer leur vélo et qui donnent des conseils. Que ça permet d'entretenir l'outil de travail. Et donc, s'il y a entretien de l'outil de travail, il y a moins d'accidents, ça permet de passer des messages de prévention. Et donc, c'est pour ça que cet atelier vélo, même s'il est franchement tout petit par rapport à la demande, est absolument essentiel sur ce lieu. Donc voilà, c'est un lieu qui reste une démarche expérimentale. Financièrement, c'est compliqué, parce qu'encore une fois, c'est expérimental, donc il faut continuer à convaincre pour pouvoir être soutenu. On remercie les soutiens actuels, mais on est en recherche de financement, parce que c'est compliqué de faire vivre un lieu comme celui-ci. Et c'est aussi, pour finir, un lieu qui essaime. On a été contacté par Grenoble, qui vient d'ouvrir une maison des livreurs, en s'inspirant beaucoup de ce qui se fait à Bordeaux et à Paris, mais surtout à Bordeaux. On a été contacté par Clermont-Ferrand, Lyon, Amiens,
Toulouse, qui aussi a un projet de maison des livreurs, et donc on voit que c'est un projet qui intéresse les collectivités, parce que cette misère, je pense que voilà, on est tous piétons, on voit tous que c'est compliqué pour eux, mais du coup les collectivités se positionnent pour pouvoir venir en aide avec des associations engagées, venir en aide à ces livreurs. Merci beaucoup pour votre écoute. Je finirai juste... Je m'arrête juste après, mais l'un des sujets pour conclure, l'auto-entrepreneuriat, le développement de l'auto-entrepreneuriat, il y a une vraie question à se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque de faillite de notre système de solidarité nationale? C'est-à-dire que l'auto-entrepreneuriat, c'est moins de cotisations perçues, plus de problématiques de santé générées et plus de problématiques sociales générées. Donc, moins de recettes et beaucoup plus de dépenses. Donc, il y a un vrai risque, et ce sera l'un des sujets de notre intervention au Sénat, pour interpeller sur le risque que représente le développement de ce modèle d'organisation du travail. Merci beaucoup.